Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer notre série de correction des examens du baccalauréat marocain en corrigeant aujourd'hui les exercices proposés lors de l'année 2021 pour les sessions normales et de rattrapage pour le baccalauréat de sciences physiques. Et on commence par la correction de la session normale 2021. Donc voilà le sujet. La région de Taza se situe au nord-est du Maroc, a connu durant ces dernières décennies un développement agricole important et une poussée démographique notable. La décharge publique de la ville de Taza n'est pas contrôlée et les eaux usées sont rejetées directement dans les oued, Larba, Dfali, Jaouna et Taza. Ces eaux sont utilisées dans l'irrigation des cultures maraîchères avoisinantes. Afin d'évaluer les impacts de ces déchets sur l'environnement, l'agriculture et la santé de la population, on propose les données suivantes. Le document 1 présente une carte simplifiée montrant l'emplacement de la décharge publique, des rejets des eaux usées et des zones irriguées par ces eaux dans la région de Taza, ainsi que la localisation des sites de prélèvement OA. OA ça veut dire l'oued, l'Arba. OG, ça veut dire l'oued Jaouna, OD, oued Dfali et OT, oued Taza. Au niveau des différents oued collecteurs des eaux usées. Des analyses physico-chimiques et microbiologiques des eaux d'irrigation provenant des oued collecteurs des eaux usées de la ville de Taza, document 1, ont été réalisées en 2012 et le tableau du document 2 résume les résultats obtenus. Que voilà. Alors que le diagramme de Wilcox classe les eaux d'irrigation à partir de leur pouvoir alcanisant, le taux d'absorption de sodium ou SAR en fonction de leur conductivité électrique. Le document 3 donne le diagramme de Wilcox des différents sites de prélèvement des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taza. En exploitant les documents 1 et 2, comparer les paramètres des eaux des oued collecteurs des eaux usées de la ville de Taza par rapport aux normes. Donc, remarquez ici le document 1 pour voir les différents oued. Là, c'est l'oued de Taza, là, oued Dfali, oued Jaouna et oued Larba. Et bien sûr, en noir, ce sont les zones irriguées par les eaux usées. En exploitant les documents 1 et 2. Document 2, le voilà. Comparer les paramètres des eaux des oued collecteurs des eaux usées de la ville de Taza par rapport aux normes. Donc vous avez ici les paramètres. Là, on a les normes. Et là, on a les différents oued. La conductivité en micro S par centimètre. La DBO, le fer, concentration du fer. Et bien sûr, les coliformes fécaux, c'est-à-dire les différentes bactéries. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Si on compare ces valeurs aux valeurs normales, on voit bien que pour la conductivité, bien sûr, elle est très élevée par rapport aux normes dans les différents oued. Pour le DBO, elle est très élevée par rapport aux normes. On a seulement ici 8, alors que là, on dépasse les 1000. Pour la concentration en fer, bien sûr, elle est supérieure au niveau de oued Larba et oued Taza. Alors que oued Dfali et l'oued Jaouna, bien sûr, il est inférieur ou égal aux normes. Pour les coliformes, les bactéries, la concentration, elle est très élevée. Donc, ces eaux, bien sûr, sont polluées. Donc, ce qu'on peut écrire par comparaison, la valeur moyenne de la conductivité des eaux des différents oued étudiés dépasse la norme marocaine des eaux d'irrigation. Il varie entre un minimum de 1200 micro-S par centimètre pour les eaux de l'oued Taza et un maximum de 5873 dans les eaux de oued Larba, à côté de la décharge. Les valeurs de DBO sont très élevées et dépassent largement la norme marocaine. Remarquez ici, on a seulement 8 pour les normes, alors que là, on les dépasse. Les eaux de l'oued Larba et Taza contiennent un taux élevé de fer. Vous voyez ici, un taux élevé de fer qui dépasse la norme, alors que le taux de fer dans les eaux de l'oued Jaouna et oued Dfali
est inférieure à la norme. Alors que pour la charge bactérienne, c'est-à-dire les coliformes fécaux, en coliforme, c'est-à-dire la charge bactérienne en coliformes fécaux, dans les eaux des différents WED étudiés est très élevée par rapport aux normes. 1b, en expliquant le document 3, déterminer la classe des eaux d'irrigation provenant des différentes WED de la ville de Teza. Donc on a ici ce qu'on appelle le diagramme de Wilcox. Et nous donne une idée sur la conductivité et bien sûr sur le taux d'absorption du sodium, SAR. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Que pour WED Teza, il se situe en S1, C3. Donc S1, c'est-à-dire que la qualité est excellente à faible danger d'alcalinisation. S3, C3, ça veut dire eau à forte salinité. Donc le WED de Teza, il est caractérisé par une eau à forte salinité et qualité excellente à faible danger d'alcalinisation. Alors que pour le WED Jaouna et WED Dfali, il se situe entre, c'est-à-dire dans S2, C4. S2, ça veut dire qualité bonne à danger d'alcalinisation acceptable, et 4, ça veut dire eau à très forte salinité. Donc, les eaux de WED Dfali et Jaouna, elles sont caractérisées par une eau à très forte salinité et de qualité excellente à faible danger d'alcalinisation. Alors que WED Larba, il se situe dans la case S3, C4. S3, ça veut dire qualité moyenne à danger d'alcalinisation important. Et C4, ça veut dire eau à très forte salinité. Donc, on peut écrire ou déterminer la classe des eaux d'irrigation à partir de ce diagramme. Donc, WED Larba, la classe C4S3, c'est-à-dire les eaux sont à très forte salinité de qualité moyenne à danger d'alcalinisation important. WED Teza et de la classe C3S1, les eaux à forte salinité de qualité excellente à faible danger d'alcalinisation. WED Dfali et WED Jaouna, la classe C4S2, les eaux sont à très forte salinité et de bonne qualité à danger d'alcalinisation acceptable. En 1C, on vous demande d'expliquer la qualité des eaux au niveau du site OA, c'est-à-dire WED Larba. Alors, WED Larba, on a dit que c'est la classe C4S3, les eaux à très forte salinité de qualité moyenne à danger d'alcalinisation important. Alors, WED Larba, le voilà, et voilà donc la décharge publique. Donc, les eaux de WED Larba proviennent de près de la décharge publique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que WED Larba se situe très proche de la décharge publique. Donc, de là, bien sûr, va y avoir libération de l'exivia qui va passer dans les eaux de WED Larba, qui va bien sûr le polluer. Donc la station de WED Larba se situe à la proximité de la décharge publique, installée au nord de WED Larba, dont les eaux sont très polluées du fait que cette WED collecte les eaux rejetées au niveau de WED Dfali. Donc WED Dfali, le voilà. Donc il passe dans le WED Larba et WED Jaouna, que voilà. Donc ce sont des WED collecteurs qui déversent leurs produits dans WED Larba, dont résultent de fortes charges organiques et minérales générées par les rejets liquides eaux usées et les lixivia de la décharge de la ville de Teza, ce qui explique la qualité moyenne à salinité forte et danger d'alcalinisation important des eaux de la station de WED Larba qui sont bien sûr très polluées. Au voisinage de la ville de Teza, certains agriculteurs utilisent les eaux usées pour irriguer leur culture de plantes potagères. Pour montrer l'impact de cette utilisation des eaux usées sur le rendement agricole et la santé des consommateurs, on propose les données suivantes. Le document 4 donne les résultats des études portant sur le rendement de certaines cultures selon les eaux d'irrigation utilisées. Figure A. Le dosage des métaux lourds et deux types de bactéries dans les parties consommables de la laitue
irriguée par les eaux usées et une autre irriguée par des eaux de barrage, figure B, ainsi que l'état de lieu sur les maladies hydriques de la province de Taza entre 2001 et 2005. Les maladies hydriques, ça veut dire les maladies qui sont causées par les eaux qu'on consomme, qu'on boit. Donc la province de Taza a été classée durant la période 2001-2005 parmi les régions à haut risque en matière de maladies à transport hydrique, principalement la typhoïde et l'hépatite A, touchant particulièrement les grandes agglomérations partiellement assainies. En plus, l'irrigation des cultures maraîchères par les eaux usées aux alentours de la ville de Taza constitue une grande menace de dissémination de ces maladies. Donc vous avez ici les documents à utiliser pour répondre à ces questions. En utilisant les figures de document 4, montrez l'effet de l'utilisation des eaux usées sur le rendement et la qualité des cultures. Donc comme vous le constatez ici, on a deux types d'irrigation. L'irrigation qui provient bien sûr des eaux usées et l'irrigation qui provient bien sûr des barrages. Et lorsqu'on compare les eaux usées pour le blé tendre, donc la culture, on a ici 65 quintaux par hectare. Alors que les régions qui sont irriguées par l'eau du barrage plus engrais ne donnent que 53. Alors que les régions qui sont irriguées par l'eau de pluie ne donnent seulement que 8. Donc ça prouve que les eaux usées contiennent des substances, des engrais, etc. nécessaires à la production de grandes quantités de blé tendre. De même pour la luzerne. Lorsqu'on compare les eaux usées et les eaux du barrage, on constate que les eaux usées sont plus riches que les eaux du barrage en plomb, en fer, bien sûr en coliformes, les bactéries, et bien sûr des bactéries Clostridium intestinales. Alors, ces réponses montrent que l'utilisation des eaux usées sur le rendement et la qualité des cultures, donc sur le rendement. Bien sûr, il y a un fort rendement ou un très bon rendement lorsqu'on irrigue les cultures avec l'eau usée, parce qu'il est riche en fer et en plomb. Alors que la richesse en bactéries, coliformes fécaux et Clostridium intestinal, bien sûr, va provoquer des maladies chez les individus qui mangent ces cultures. Donc, l'action ou l'effet de l'utilisation des eaux usées, il y en a deux. Il y a amélioration sur le rendement des cultures, et bien sûr, il y a contamination bactériologique et bien sûr chimique des individus qui mangent ces cultures. Parmi les effets de l'utilisation des eaux usées dans le domaine agricole, il y a amélioration du rendement des cultures. Le rendement du blé tendre et de la luzerne irriguée par les eaux usées est équivalent ou supérieur à celui obtenu lors de l'irrigation par les eaux du barrage, en utilisant des engrais, bien sûr, et dépasse leur rendement en cas d'irrigation par les eaux de pluie. Donc on a les données ici et on n'a qu'à faire des phrases. Une contamination bactériologique et chimique, c'est-à-dire les métaux lourds tels le fer et le plomb. On constate que la charge bactérienne et les doses de métaux lourds sont très élevées. Vous voyez ici, ils sont très élevés dans les plantes irriguées par les eaux usées par rapport à celles irriguées par des eaux de barrage. Et on vous demande en 2B, expliquer le risque en matière de maladies à transport hydrique relevé à Taza. Donc, puisque ces eaux usées sont utilisées dans ces zones de culture, et bien sûr, elles vont être polluées, il va y avoir une concentration très grande en ces métaux lourds et bien sûr en ces bactéries. Et lorsque les gens vont manger ces produits de culture irrigués par les eaux usées, bien sûr, elles vont être contaminées par des maladies. Ce qui explique bien sûr l'augmentation des maladies à transport hydrique au niveau de Taza. Donc, comme réponse, le risque élevé en matière de maladies à transport hydrique dans la région de Taza entre 2001 et 2005 est lié à la consommation des plantes potagères irriguées par les eaux usées et contaminées par les bactéries.
Troisièmement, en se basant sur vos connaissances précédentes et vos acquis, proposez deux solutions adéquates pour faire face aux problèmes soulevés dans la ville de Taza durant la période 2001 à 2005. Bien sûr, puisque le problème de ces maladies est relié à l'utilisation de l'eau usée provenant de ces oueds qui irriguent ces zones de culture, donc comme proposition de solution, on peut proposer, c'est-à-dire la construction d'une décharge des déchets contrôlés, et bien sûr, pourquoi pas ne pas réaliser une construction concernant une station d'épuration des eaux usées, avant de passer vers Oued Larba. Donc, proposition de deux solutions telles que construction d'une station d'épuration des eaux usées avant de les déverser dans les oueds de la ville de Taza, construction d'une décharge publique contrôlée loin des oueds et des sources d'eau. Maintenant, on passe à la correction de la session de rattrapage, qui est bien sûr un examen concernant la restitution des connaissances. Définissez les notions suivantes: l'eutrophisation et le trou d'ozone. Donc lorsqu'on parle d'eutrophisation, bien sûr il s'agit d'un aspect de pollution des eaux. Et bien sûr il est dû à l'augmentation des concentrations des produits organiques et minéraux, ce qui permet le développement ou la multiplication de certains êtres vivants tels les algues, ce qui couvre bien sûr la surface de l'eau. Donc voilà une rivière ou un oued, et voilà le problème ou le phénomène d'eutrophisation. Bien sûr, comme réponse, toute définition correcte et logique sera acceptée. L'eutrophisation, phénomène lié à la prolifération excessive des algues à la surface des eaux suite à leur enrichissement, c'est-à-dire des eaux, en substances minérales et organiques. Ou bien sûr, on peut dire que l'eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique reçoit trop de matière nutritive assimilable par les algues et que celles-ci prolifèrent. Le trou d'ozone. Bon, on sait bien ce que c'est l'ozone. C'est une couche qui couvre bien sûr la Terre et la protège des rayons ultraviolets. Et lorsqu'on parle de trou, ça veut dire qu'il y a une région, il y a une destruction de cette ozone à ce niveau-là, bien sûr au niveau de l'Antarctique, que voilà. Donc la couche d'ozone, il couvre toute la Terre, mais seulement une région là, elle a été bien sûr détruite. C'est ça ce qu'on appelle le trou d'ozone. Donc le trou d'ozone exprime un amincissement de la couche d'ozone résultant de la pollution de l'air. Ou bien sûr on peut dire que un trou d'ozone, c'est un trou dont la couche d'ozone désigne une région de la couche d'ozone stratosphérique qui a été détruite à plus de 50%. En deuxièmement, on vous demande de citer deux techniques permettant la valorisation des ordures ménagères en précisant leur intérêt économique. Bien sûr, on peut parler de l'incinération, on peut parler du compostage, on peut parler bien sûr de recyclage, etc. Donc on vous demande seulement de donner deux techniques de valorisation des déchets et bien sûr leur intérêt économique. Donc le compostage, l'obtention d'un complexe semblable à l'humus utilisable en culture, c'est ça bien sûr son intérêt. En plus bien sûr de la diminution de la décharge, c'est-à-dire de la quantité des déchets sur la Terre. Production de biogaz, obtention d'une quantité importante de méthane utilisée dans la production d'énergie. L'incinération, production d'énergie thermique bien sûr. Recyclage, utilisation des déchets, le papier, le plastique, le verre, etc. comme matière première pour fabriquer d'autres matériaux. Troisièmement, pour chaque item numéroté de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants, que voilà, et écrivez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. Si on commence par la première proposition, la lutte biologique. Lorsqu'on parle de lutte biologique, ça veut dire qu'il y a introduction d'un être vivant pour éliminer un autre être vivant, bien sûr.
Alors, la lutte biologique se base sur l'utilisation des pesticides chimiques? Non. Se base sur l'introduction des organismes capables de réduire le nombre des insectes nuisibles possibles? Entraîne la pollution des milieux naturels? Non. Entraîne l'éradication totale des insectes nuisibles? Bien sûr, la bonne réponse, ça sera B. L'introduction des organismes à l'être vivant capables de réduire le nombre des insectes nuisibles à notre être vivant. Donc la bonne réponse c'est B. Deuxième proposition. L'enrichissement des eaux d'un lac en matière minérale provoque directement une diminution de demande biologique en oxygène, augmentation des taux d'oxygène dissous dans l'eau, prolifération des algues vertes, prolifération des champignons microscopiques. Bien sûr, on a vu ça lors de la première question. Bien sûr, il s'agit du phénomène de l'eutrophisation, qui est dû à une prolifération des algues vertes. Donc la bonne réponse, ça sera C. Troisièmement, un élément radioactif est caractérisé par une demi-vie qui correspond au temps au bout duquel cet isotope est désintégré complètement. Non, puisque ici on parle de demi-vie. La demi-vie, ça veut dire seulement la moitié et non pas complètement. Donc demi-vie utilisée pour la datation absolue des fossiles, possible. Désintégration progressive qui aboutit à une augmentation du nombre de ces nucléides. Désintégration des nucléides stables en dégageant une énergie utilisable. La bonne réponse ça sera seulement B, c'est-à-dire la demi-vie utilisée pour la datation absolue des fossiles. Dernière proposition, l'ozone troposphérique forme une couche qui protège la Terre des rayons ultraviolets, provient de la dégradation de la couche d'ozone stratosphérique, est un gaz à effet de serre résultant de la pollution de l'air, forme une couche dont l'épaisseur diminue sous l'effet de la pollution de l'air. Donc l'ozone, c'est un gaz à effet de serre résultant de la pollution de l'air. Donc c'est C. On passe à la suite. Quatrièmement, recopier le numéro de chaque suggestion et répondez par vrai ou faux. Donc on a les suggestions 1, 2, 3, 4 et on va chercher c'est les vrais ou fausses. Donc la première, l'utilisation des combustibles fossiles est considérée comme la source principale de la pollution de l'atmosphère par les oxydes d'azote. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, le méthane est un gaz à effet de serre qui provient de l'utilisation des produits chimiques dans le domaine agricole. Non, c'est faux parce que le méthane c'est un biogaz qui est produit à partir, bien sûr, de la fermentation des déchets organiques. Donc c'est faux. La pollution marine par les hydrocarbures provoque une baisse de la production des algues unicellulaires. Possible, c'est vrai. Quatrièmement, la détermination de la qualité des milieux aquatiques se base sur l'indice biotique, IB. Oui, c'est vrai. Dernière question, citez les avantages et les dangers de l'utilisation des matières radioactives dans la production de l'énergie nucléaire. Bien sûr, l'utilisation de l'énergie nucléaire, bien sûr, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, comme avantage de l'utilisation des produits nucléaires, on peut dire que ils sont caractérisés par un faible coût de production. Non, c'est pas comme les énergies fossiles. Et bien sûr, pas de libération de gaz à effet de serre. Alors que le danger de ces énergies nucléaires, bien sûr, il y a le danger de pollution nucléaire résultant d'une explosion ou d'une fuite des éléments radioactifs, une pollution thermique aussi, et bien sûr, le problème c'est bien sûr comment se débarrasser des déchets nucléaires. Donc les avantages de l'utilisation des matières radioactives, il y a ce qu'on appelle un faible coût de production, pas de libération des gaz à effet de serre. Alors que les dangers de l'utilisation des matières radioactives, il y a la pollution nucléaire résultant des explosions, la pollution thermique de l'environnement des réacteurs énergétiques nucléaires et difficulté de se débarrasser des déchets nucléaires. Alors, comme d'habitude,
Je vous laisse ici les exercices proposés lors de l'année 2022 que vous allez, enfin que j'espère que vous allez réaliser chez vous. Là, vous avez un exercice concernant le raisonnement scientifique et pour la session de rattrapage, on a aussi un exercice de raisonnement scientifique. Donc j'espère que vous allez ou que vous vous sentez capable de résoudre ces exercices. N'hésitez pas, faites-le maintenant pour voir la correction lors de la prochaine séance. En attendant ce moment, je vous quitte et je vous souhaite bon courage et à bientôt.